À l'âge de 70 ans, Gilbert Bécaud, que le monde entier surnommait Monsieur 100 000 volts, pour son énergie inlassable et passionnée sur scène, restait un pilier de la musique française. Mais, sous les projecteurs et les applaudissements incessants, une tristesse invisible, une ombre silencieuse, commençait à planer sur sa vie. Cette tristesse, difficilement perceptible, transparaissait dans chaque ride de son visage marqué par l'expérience, dans son silence prolongé avant de répondre aux questions les plus intimes de la presse et dans les notes poignantes, parfois désespérées, de ses dernières compositions. On en retrouve des traces dans sa carrière brillante, mais aussi tumultueuse, dans ses histoires d'amour compliquées et ses ruptures conjugales irrémédiables, ou encore dans sa santé, qui commença à décliner après une vie consacrée à l'art. Mais la véritable source de cette tristesse, qui rendait Bécaud, symbole de dynamisme, plus réfléchi et réservé que jamais, demeure un mystère. Était-ce le regret de ses choix amoureux, des femmes qu'il avait aimées et laissées partir, un fardeau familial qu'il s'efforçait de dissimuler au regard, ou peut-être une déception secrète, face à une carrière qui, malgré son apogée, lui semblait incomplète. À la fin des années 90, Bécaud travaillait toujours sans relâche, se produisait toujours, composait toujours, mais son regard trahissait parfois un vide, une solitude palpable au milieu d'une foule de fans enthousiastes, un contraste saisissant avec l'image de lui détruisant régulièrement le piano sur scène, un geste symbolisant une puissante libération émotionnelle. Cette tristesse ne provenait d'aucun échec particulier, mais de l'accumulation d'une vie artistique et personnelle tumultueuse, une vie toujours en course contre la montre, contre lui-même et contre les attentes du public. Il semble qu'il y ait un plus grand secret, un souvenir enfoui ou une confession jamais prononcée, qui s'accroche à Bécaud depuis des décennies, quelque chose qu'il a toujours soigneusement caché derrière le masque d'un artiste talentueux et vibrant, quelque chose qui ne peut être perçu qu'à travers les rares silences dans les interviews, à travers son hésitation à mentionner le nom de quelqu'un du passé, ou à travers la façon dont il serre le piano comme s'il était le dernier ancrage, le maintenant à la réalité. Sa carrière fut une succession de succès retentissants, avec des chansons immortelles telles que Nathalie, Je t'appartiens, et surtout, et maintenant, Mon amour, devenu patrimoine culturel. Mais ce sont les paroles de ces chansons qui évoquent l'amour, la séparation et la perte, qui reflètent le plus fidèlement ce qui se passait dans son âme, soulevant une question cruciale. Gilbert Bécaud, qui a apporté joie et émotion à des millions de personnes, cachait-il une douleur si profonde que même la scène la plus brillante ne pouvait l'apaiser? Ce secret était-il lié à un événement du passé, une décision fatidique qui a bouleversé le cours de sa vie et de ses émotions? La discrétion de Bécaud concernant sa vie privée a fait de sa tristesse une pièce manquante du portrait de l'un des plus grands artistes du XXe siècle. La vie amoureuse de Gilbert Bécaud fut aussi complexe et haute en couleurs que sa carrière musicale, marquée par une succession de relations profondes, de mariages et de ruptures douloureuses, dressant le portrait d'un artiste auréolé de gloire. Bécaud épousa Monique Nicolas en 1952. De cette union naquirent 3 enfants, Gilberte, Philippe et Anne. Cette période est considérée comme fondatrice, celle où Bécaud commença à bâtir son illustre carrière, avec Monique comme épouse, compagne et discrète manager, le soutenant dans ses débuts difficiles pour devenir le Monsieur 100 000 volts français.
Bien que ce mariage fût stable et source de paix, la pression de la célébrité, les tournées incessantes et la nature émotive de l'artiste finirent par créer des fissures irréparables. La vie familiale fut perturbée par ses absences fréquentes et les tentations inévitables d'une star internationale menant à leur séparation, puis à leur divorce. Si les détails de cette rupture restèrent toujours secrets, il était entendu que sa brillante carrière avait accaparé tout l'espace et le temps nécessaires à l'amour et à la famille. Beko entama ensuite une relation importante avec la célèbre actrice américaine Emily Ohana, alias Kitty Scott, dont il tomba amoureux. Cette relation lui apporta un regain de vitalité et inspira certaines de ses chansons internationales. Cependant, elle rencontra également de nombreux obstacles liés aux différences culturelles, à la distance et au mode de vie. Bien qu'elle n'ait pas abouti à un mariage, cette période fut passionnée et intense dans la vie sentimentale de Beko, contribuant à approfondir les thèmes de l'amour et du deuil qu'il exprima dans sa musique. Le point culminant de ces complications fut sa relation avec sa seconde épouse, Catherine Lemieux, qu'il épousa après son divorce avec Monique. Catherine, beaucoup plus jeune que Beko, lui offrit une nouvelle source d'inspiration et avec qui il eut 2 autres enfants, Jennifer et Emily. Ce mariage représentait une quête tardive de stabilité, l'espoir d'un foyer familial plus complet. Toutefois, le tempérament agité de Beko, conjugué au poids des souvenirs et des secrets du passé, sembla l'empêcher d'atteindre une paix intérieure absolue. Les relations de Beko étaient constamment tiraillées entre sa brillante carrière et son désir d'une vie privée normale. Les ruptures n'étaient pas seulement le fruit de différends personnels, mais aussi de sa priorité absolue donnée à l'art, laissant souvent les femmes qu'il aimait se sentir seules au milieu de sa célébrité. Ce sont ces expériences d'amour, de passion et de désillusion qui ont constitué une matière première inestimable, un véritable trésor d'émotions que Beko a transformé en chansons d'amour immortelles, notamment des chansons aux accents tristes et mélancoliques comme « Et maintenant », où il exprimait la douleur de la séparation d'une voix à la fois forte et brisée. Ces chansons n'étaient pas seulement des récits, mais aussi des confessions sincères sur ses échecs amoureux, sur l'impuissance de l'artiste face aux caprices du cœur. L'échec de ses mariages et de ses relations aggravait en Beko une tristesse indescriptible, une part d'ombre invisible qui, malgré l'admiration qu'il suscitait, portait en lui une solitude éternelle. En 2001, à 74 ans, un an avant sa mort, Gilberte Beko fit de rares et sincères confidences sur la profonde tristesse qui l'avait hanté toute sa vie. Ces mots n'étaient plus une performance, ni une mise en scène, mais un résumé, une confession silencieuse d'un artiste qui avait vécu jusqu'à l'épuisement. On découvrit un autre Beko, plus serein, face à son ombre. Il ne la nommait pas directement tristesse, mais plutôt un sentiment de solitude lancinante, malgré l'admiration du public et l'effervescence des tournées. Il la décrivait comme une maladie professionnelle de la célébrité, le prix à payer pour l'aura et le dévouement sans faille, une séparation invisible entre son monde intérieur et le monde extérieur, plein d'attentes. Interrogé sur l'échec de sa relation amoureuse et de son mariage, évoqué au chapitre 2, Beko ne se plaignit ni ne blâma, mais reconnut philosophiquement qu'il aimait l'art plus que toute femme, et que c'était peut-être la raison la plus profonde pour laquelle toutes les relations ne pouvaient être pleinement vécues. Son regret ne portait pas sur le fait d'avoir aimé,
mais sur celui de ne pas avoir pu concilier amour et passion professionnelle. Il admit que la scène était l'amant le plus fidèle, celui qui avait drainé l'énergie et le temps qui aurait dû être consacré à la famille, et que c'était ce sacrifice qui avait créé un vide infini dans son âme lorsque le rideau était tombé. Sa tristesse, liée à la vieillesse, est également liée à la perte de sa jeunesse et de son énergie, lorsque son corps ne lui permet plus de se produire à l'intensité de 100 000 volts, comme auparavant. Ce qui, pour un artiste qui vit par l'intensité, comme Beko, n'est rien de moins qu'une perte d'être, une limitation inacceptable de son esprit libre. Il parle du sentiment d'impuissance lorsqu'il doit se retenir une partie de son énergie sur scène, ce qui lui donne l'impression de ne plus être lui-même. Le désir de se consumer pour le public est toujours là, mais la santé ne le lui permet pas, et c'est une autre source de tristesse, une tristesse à la fois physique et mentale. Ce qui frappe peut-être le plus chez Beko, c'est sa référence à la mémoire. Il confie que sa vie a été une succession de moments glorieux, mais aussi de regrets, et que les souvenirs du passé sont devenus un fardeau, notamment ceux liés à des secrets inavoués, des choses qu'il a gardées cachées pour protéger ses proches ou préserver son image d'artiste irréprochable. Cela laisse entendre qu'il a dû dissimuler une vérité plus profonde pendant de longues années, une vérité qui, si elle était révélée, pourrait blesser beaucoup de gens, et que porter ce secret est la source profonde de sa solitude et de sa tristesse. Les propos de Beko, à 74 ans, ne sont pas une lamentation, mais une réflexion, une explication de la mélancolie qui imprègne sa musique et sa vie personnelle. Tout succès a un prix. Et pour Gilbert Beko, ce prix fut la paix et le bonheur absolu de sa vie. Il a choisi de devenir un grand artiste, et l'ombre de la tristesse était l'inévitable compagne de ce choix. Le parcours de Gilbert Beko est un conte de fées moderne, une histoire de dévouement et de talent inné. Né François Gilbert Léopold Silly, il est rapidement devenu un phénomène musical international. Mais sa brillante carrière s'accompagne de secrets qu'il a soigneusement enfouis, notamment sur ses origines et sa vie privée. Sa carrière a explosé dans les années 1950 et 1960 grâce à son style scénique unique et exubérant et à sa cravate à pois bleu marine, devenue sa marque de fabrique. Ses chansons, en particulier Et maintenant et Je t'appartiens, devenus des classiques repris par des centaines d'artistes internationaux, ont conquis le monde et il est l'un des rares chanteurs français à avoir une influence mondiale. Cependant, le plus grand secret que Beko garde ne concerne pas sa carrière, mais son enfance et son milieu familial. Il parle rarement de son père biologique, Louis Silly, et préfère se concentrer sur son beau-père, Louis Beko, qui lui a donné son nom de scène. La complexité de cette relation familiale, notamment le remariage de sa mère, Marguerite, après la mort prématurée de son père, a créé en lui une blessure et un lourd secret. Il a dû apprendre l'indépendance et la lutte dès son plus jeune âge, ce qui explique l'intensité et parfois la violence de son style d'interprétation. Un autre secret concernait le processus de collaboration et la créativité. Bien que reconnu comme un artiste indépendant, Beko a gardé secret de nombreux détails sur les difficultés et les conflits intérieurs liés à la composition. Il a toujours voulu que le public ne voie que le brillant résultat final et non le processus ardu. Il a caché les échecs, les chansons rejetées ou les désaccords avec les poètes et les musiciens avec lesquels il collaborait, afin de maintenir l'image d'un artiste
toujours inspiré et infatigable. Le plus important, et étroitement lié à la tristesse, était une liaison amoureuse secrète ou une grave erreur du passé qu'il avait dû dissimuler pour protéger sa réputation et le bonheur de sa famille. Tout au long de sa vie, malgré son statut de personnalité publique, Beko a toujours maintenu une nette séparation entre la scène et sa vie privée. Il n'a jamais voulu que ses problèmes personnels éclipsent son art. Et ce secret, qu'il s'agisse d'un enfant illégitime, bien qu'il n'y ait jamais eu de preuves concrètes, les rumeurs allaient de bon train dans le milieu, ou d'un événement traumatisant survenu au début de sa carrière, est devenu un fardeau psychologique qu'il a porté pendant de nombreuses années, une ancre invisible qui retenait la sérénité de son âme. La carrière de Beko était un sommet d'expression émotionnelle, mais sa vie était un abîme de répression, et les secrets qu'il dissimulait expliquent les contradictions qu'il habitait. Un homme qui se consacrait à la musique, mais ne trouvait pas la paix loin des projecteurs. Dans ces dernières années, malgré sa réputation d'homme secret et soucieux de sa vie privée, Gilbert Bécaud fit ce qui est considéré comme sa confession la plus choquante, non pas au sujet d'une liaison ou d'une rupture dramatique, mais sur la nature même de l'amour pour lui, une confession qui éclaira complètement les crises et les chagrins évoqués dans les chapitres précédents. Le plus grand, le plus profond et le seul amour irremplaçable de ma vie, c'est la musique et la scène, et non une femme. Un aveu choquant car il bouleversait toutes les attentes sociales et amoureuses placées sur un homme aussi amoureux, charmant et marié à de multiples reprises. Bécaud déclara franchement que toutes ses relations amoureuses, aussi sincères fussent-elles à leur début, avaient finalement échoué en raison de la priorité absolue qu'il accordait à sa carrière. Il décrivait la musique comme une addiction incurable, un besoin de survie plutôt qu'une profession, et chaque femme qui entrait dans sa vie devait accepter la deuxième, voire la troisième place, après son piano et son public. Cette confession n'était pas seulement une justification à ses échecs conjugaux, mais aussi une libération du fardeau moral de devoir paraître un mari et un père parfait, alors que sa nature artistique aspirait toujours à une liberté absolue de donner. Il comparait la scène à un acte d'amour intense, où il pouvait offrir toute son énergie, ses émotions et sa vérité sans crainte de jugement ni d'obligation, une satisfaction qu'il ne trouvait pas pleinement dans une relation personnelle. Le choc de cette confession réside dans le fait qu'elle a révélé le secret de l'indifférence artistique de Bécaud. Il n'était pas un mauvais homme, mais un homme obsédé par sa mission artistique. Et c'est cette obsession qui, involontairement, blessait ceux qu'il aimait. La confession expliquait pourquoi, malgré la présence de nombreuses femmes belles et talentueuses à ses côtés, il se sentait toujours seul, car son cœur appartenait entièrement à la scène, et le vide dans ses relations personnelles ne pouvait être comblé par aucun autre amour que la passion de la musique. Cette confession impliquait également que, même si les femmes de sa vie pouvaient se sentir abandonnées, elles étaient au moins aimées par une partie de Bécaud, et que le cœur et la plus grande partie de lui étaient entièrement dévoués au public et à son héritage musical, et que c'était là la plus grande tragédie de sa vie affective. Sur le tard, Gilbert Bécaud trouva un nouveau foyer dans son mariage avec Lavonne Melchior, une femme extérieure au monde du spectacle, entrée dans sa vie à un moment où il était confronté à des problèmes de santé et à un déclin de son énergie. Ce que Bécaud disait de ce mariage était complètement différent de la façon dont il parlait de ses relations précédentes. Il n'était plus question de passion, ni même de passion ardente, mais de paix et d'acceptation.
Il décrivait Lavonne comme celle qui lui offrait un amour différent. Un amour qui ne rivalisait pas avec la scène ou la musique, mais qui acceptait et tolérait à la fois l'artiste et l'individu. Ce fut un changement majeur dans la vision de l'amour de Bécaud. Une prise de conscience tardive que ce dont il avait vraiment besoin à la fin de sa vie, ce n'était ni le drame ni l'inspiration créative, mais un lieu sûr pour se reposer. Bécaud confiait que, dans ce mariage, il ne cherchait plus à être Monsieur 100 000 volts à la maison, mais se laissait être François Silly, son nom de naissance, un homme normal, fatigué et attentionné. Lavonne était décrite comme une femme capable de le ramener à la réalité, l'aidant à retrouver l'équilibre après des décennies passées dans le chaos de la célébrité. Ce que Bécaud appréciait le plus, c'était l'acceptation par Lavonne de son passé complexe, de ses enfants issus de précédents mariages et de sa nature d'artiste inébranlable. Il ne ressentait plus le besoin de cacher des secrets, ni de refouler sa mélancolie, ce qui lui procurait une grande libération psychologique, radicalement différente du poids qu'il avait porté dans ses relations précédentes. Bécaud disait que ce nouveau mariage compensait les manques du passé, une dernière chance de goûter à un bonheur familial simple, affranchi des pressions du travail. Il ne parlait plus de vœux romantiques, ni de passion débridée, mais simplement de complicité et de compréhension durant les dernières années de sa vie. Le mariage avec Lavonne n'a pas été une source d'inspiration pour de grands succès, mais pour la paix intérieure. Un signe que Gilberte Bécaud avait enfin trouvé un lieu autre que les projecteurs, où il pouvait se défaire de la cravate à pois et des fardeaux du passé, acceptant le fait que les gens aussi ont besoin de vieillir et d'être soignés. Et c'était quelque chose d'extrêmement important pour un artiste qui avait toujours vécu dans une frénésie comme lui, comme lui, comme lui.